Bonjour, c'est Cybercafé. Aujourd'hui, on est au plan B, quartier général de Boops Radio, radio qui émet de la musique électronique sur Internet. Toujours dans la musique, Lobat est considéré comme un magicien de la musique électronique qu'il compose à partir d'une Game Boy. Vous le savez peut-être certainement déjà, mais Internet est désormais sur écoute en Belgique. Jacques et Renaud viendront nous en parler en détail tout à l'heure. Gilles nous fera découvrir la nouvelle console Engage. Et enfin, Jean-Marc a décortiqué pour nous la désormais mythique publicité Volvo. On se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour Brice. Bonjour Raphaël. Ça va bien? Eh bien, très bien. Bonne semaine. Une bonne semaine et puis je me suis bien amusé. Je suis allé voir des images en streaming. J'ai pensé à toi. Ouais. Je n'étais pas en stream. Sur le site de boops.com. Et pour ce faire, on reçoit Nicolas. En fait, Boops Radio a commencé avec la drum and bass. On est un peu chez toi ici. Oui, donc on est au plan B. Donc c'est un espace qui a ouvert il y a quelques semaines dans le centre de Bruxelles, où il y a une série de choses qui se passent comme des expos, des soirées et des pièces de théâtre et des concerts. C'est un ancien parking, c'est immense. Il y a eu plein de trucs. Au départ, c'était une ferronnerie, et puis il y a eu un garage, et puis parking. Et maintenant, il y a 2 étages avec une salle de concert, une salle d'expo. C'est pas mal, on a vu des images, on a fait un petit tour tout à l'heure. Et en fait, tu as une radio sur Internet qui s'appelle Boops Radio. Ouais, donc un des éléments qui est installé ici dans le bâtiment, c'est le studio de la radio. Et donc c'est une radio tous les soirs de la semaine, il y a des DJ qui viennent faire des mix en live. Et ces mix peuvent être vus sur Internet. Et entendus. Et vus, et c'est ça qui est intéressant, avec des logiciels libres que l'on peut utiliser sur toutes les plateformes, Windows, macOS et Linux. Donc c'est pas tous les jours que les gens font des streamings en logiciel libre. Là en l'occurrence c'est du NVC, c'est ça? Avec du MP3. C'est du NSV. NSV, voilà, c'est ça. Pour la vidéo. Donc ça tourne avec VLC, Videolan, qui est un logiciel d'ailleurs développé par des Français, on peut le dire, qui est un client pour le streaming. Donc on peut voir en direct les DJ en train de faire leur stream, quoi. Et quel style de musique est-ce que vous diffusez? Donc en fait, Boops Radio a commencé avec la drum and bass il y a 2-3 ans. C'était un style de musique qu'on ne trouvait pas trop sur Internet. Petit à petit, on en a vu de plus en plus, et donc on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire de spécial ici à Bruxelles avec la musique électronique. On a un peu regardé et on a un peu ouvert notre champ de vue sur tout ce qu'il y avait en musique électronique plutôt alternative à Bruxelles. Et vu qu'il y a vraiment une activité très importante, on a proposé à un peu tous les pôles, tous les points d'action de la musique électronique à Bruxelles d'avoir une émission sur cette radio. Voilà. Alors en dehors de boops.com, il y a aussi boops.be, qui est une communauté, un site internet. Voilà. Donc au départ, tout était regroupé. Donc il y avait un site avec la communauté, les informations, l'agenda, les photos de soirée et la radio. Et on s'est dit que pour mettre un peu plus la radio en valeur, avec tous ces styles de musique électronique différents, on allait faire un site pour la radio et un site pour le public belge. Donc il y a plutôt un site pour le public international et belge qui reprend la radio, qui peut être un contenu qui intéresse tout le monde, et donc le site qui est plus axé sur l'activité en Belgique et à Bruxelles, qui est boops.be, boops.com. Et en fait, la radio a maintenant une nouvelle URL qui est boopsradio.com. Donc vous l'aurez compris, pour la radio, boopsradio.com, pour le site, boops.com, et pour les soirées, Plan B. Et Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose? Et donc ce samedi, on a une soirée au Plan B qui s'appelle Il Vino Veritas. C'est une soirée Electronica Braindance. Il y a 2 artistes du label d'Afextune qui sont Astrobotnia et Yiking. Il y aura aussi Arovan qui sera là. Alors nous recevons Gilles et Yves en même temps pour un événement majeur puisqu'il s'agit du lancement de la nouvelle version de la Engage. Ce qui change, c'est la prise en main, c'est la longévité de la batterie, l'autonomie est doublée. Engage rebaptisé Engage QD. Alors, on ne sait toujours pas très bien pourquoi QD ou t'as compris? Ça veut dire quoi? C'est un truc genre, c'est du latin, quaquede. Quaquedie. Ça veut dire tous les jours, voilà. C'est la console avec laquelle tu vas jouer tous les jours, puisque bon, c'est toujours un GSM de la série Symbian 60, donc avec les fonctions adresse book, agenda, enfin c'est un bon GSM. Et c'est une console de jeu
et qui essaye enfin, apparemment, Oui, parce de que corriger les défauts de l'autre. c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de critiques de la part des joueurs de dire la console a quand même des erreurs de maniabilité. Là c'est pas mal parce que le constructeur finlandais a dit ok c'est vrai, on essaye, on tâtonne, on avance, on lance un nouveau produit. Finalement il faut quand même bien que quelqu'un le fasse à ce niveau-là. Et ils ont essayé en tout cas avec cette nouvelle version de un peu corriger tout ce qui n'allait pas. Ils ont redisposé les touches. C'est ça. C'est vrai que là maintenant c'est plus naturel sous le pouce. Hein. Bien, je te donne celle-là. Elle est plus petite, ouais. Elle est plus petite. On a l'air moins con qu'en téléphone parce que là on téléphone comme ça. Maintenant c'est un téléphone acceptable, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé la façon classique de téléphoner, on n'est plus sur la tranche. Donc là aussi la prise en main est différente puisque l'ergonomie des touches a été revue, hein, ce que certains joueurs n'aimaient pas. Le relief des touches maintenant ça se rapproche quand même de quelque chose de plus ergonomique et classique, fait pour le jeu. Il y a quand même des fonctionnalités qui disparaissent, mais bon, c'était les fonctionnalités lecteur MP3, connexion USB, des choses comme ça. Donc ici, c'est plutôt une console. Connexion USB, ça ne sert plus à rien, il y a du Bluetooth. Non, voilà. Par exemple, je vois un autre changement, c'est l'endroit où on insère la, bonne la nouvelle, carte de jeu. Bonne nouvelle. Fini de démonter sa N-Gage pour aller enlever la batterie, glisser un jeu, etc., rallumer tout. Maintenant, il y a un accès direct au jeu. Il y a également... On peut même l'ouvrir quand elle est allumée. Oui, je le fais. Oui, il y a même une touche d'accès direct au jeu. Il y a également, donc en gros, c'est le même hardware. Ce qui change, c'est la prise en main, c'est la longévité de la batterie, l'autonomie est doublée, la luminosité de l'écran qui est augmentée. Et donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle puisque la console sera moins chère aussi, puisqu'elle va tourner aux alentours de 200 €, un peu plus. 200 €, c'est vraiment rien. Parce qu'en fait, en réalité, cette petite console est aussi un GSM assez complet avec adresse book, agenda, 3 mégas 4 de mémoire, donc il y a moyen de synchroniser. Et quand on sait le prix d'un 6600 par exemple, de Nokia dans la même gamme, qui a un peu plus de mémoire mais qui a les mêmes fonctionnalités, appareil photo en plus, c'est le double. Donc maintenant ça commence à devenir intéressant, un bon téléphone, une console de jeu qui débute, qui commence, où il y a pas mal d'offres disponibles. Là, on avait, au niveau de ce qui existe pour l'instant, on avait bien apprécié par exemple des jeux comme Tomb Raider qui se rapprochaient plus ou moins des capacités d'une PlayStation 1 à son tout début, des choses comme ça. Les jeux, malheureusement, c'est un peu inégaux. Il y a des jeux qui sont bons, il y a des jeux qui sont très mauvais, les portages un peu moins réussis. Mais bref, ça commence. Sonic, par exemple, c'est un classique, c'est bon. C'est un classique, mais il n'exploite pas Rayman 3, ça, c'est bien. Bon, Sonic n'exploitait pas vraiment tout l'écran. Enfin bref, tout ça pour dire... Oui, tout ça pour dire que... C'est mauvais. Splinter Cell, c'est correct. Tout ça pour dire que c'est une console qui commence. Il y a des jeux exclusifs qui arrivent. Il y a HN, des choses qu'on nous promet assez chouettes. Un FPS qui sera jouable via Bluetooth. Également, possibilité de se connecter à la N-Gage Arena. Enfin bref, donc c'est une console qui commence à bien évoluer, qui essaye de se positionner, de rattraper les erreurs du passé et de se positionner par rapport aux joueurs et l'offre des jeux qu'on aimerait avoir. Voilà, et puis rappelons qu'on aura à la fin de l'émission un exemplaire à gagner. Donc restez jusqu'au bout de l'émission. N-Gage QD. Tu parles d'un merdier. Alors Jacques, il paraît qu'on est sur écoute, qu'Internet est contrôlé. On a eu des réactions dans pas mal de forums à ce sujet. Pour savoir si c'était légal. D'abord, c'est pas un scoop parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il y a un système global qui s'appelle Echelon qui regarde déjà un certain nombre d'emails. On a déjà beaucoup parlé. Oui, c'est basé en Angleterre. Ça, c'est l'Angleterre et les États-Unis. Encore la Belgique qui participe. Mais il y a eu en fait un test qui a été lancé pour le moment pour mettre en place un système de contrôle et d'écoute des emails en Belgique. Mais pour moi, c'est un test assez limité. Jacques, je crois que le système ne se contente pas de contrôler les mails, mais examine tout le trafic de ta ligne ADSL. Tout à fait. Donc non seulement tes emails, mais également les sites que tu vas voir, éventuellement les fichiers que tu enverrais ou recevrais. Donc il examine tout le trafic de ta connexion ADSL. Toute l'activité Internet. Et si tu vas télécharger de la musique alors que tu peux pas, est-ce qu'il y a un type qui peut venir te taper sur les doigts? Alors pour le moment, non. Puisqu'en fait, c'est bien que télécharger de la musique, sans autorisation, c'est toujours illégal. Mais en tout cas, pour le moment... Attends, télécharger de la musique n'est pas illégal. Sans autorisation. Oui, voilà. D'accord. En tout cas, le principe, le test qui est mis en place pour le moment est basé essentiellement sur la sécurité. Donc en fait, c'est la Computer Cam Unit qui est elle-même mise en test. Donc pour le moment, ce n'est pas tous les citoyens belges qui sont écoutés ou contrôlés. Pour le moment, le système test n'espionne que les lignes de la police fédérale elle-même. Donc vous n'êtes pas encore sous écoute. Hein. Est-ce que Jean-Claude est parti déjà? Il est 14h vendredi? Donc le problème, c'est un test préalable. Alors il y a eu effectivement beaucoup de réactions. Il y a eu des réactions de la Ligue des droits de l'homme, il y en a eu des réactions dans pas mal de forums à ce sujet. Bon, pour savoir si c'était légal. Alors
D'abord, il faut savoir qu'en matière de vie privée, qui était la première chose à laquelle on a pensé en disant mais tout ça c'est contraire à la vie privée, ben non, malheureusement, parce que la loi belge sur la vie privée, comme la directive européenne, précise qu'en fait, il y a évidemment une exception pour la police, la sécurité publique, la sécurité de l'État et toutes les missions de police. On ne va évidemment pas demander à un terroriste s'il veut bien être dans un fichier. Il y a une petite subtilité, c'est qu'ils ne peuvent faire appel au système que sur les ordres d'un juge d'instruction, mais pour que cela fonctionne, ils espionnent en permanence et ils enregistrent en permanence. Parce que sinon, au moment où le juge d'instruction dit maintenant on écoute, c'est trop tard, les bandits ils sont déjà très loin. Donc ils sont obligés d'emmagasiner et d'espionner pour ne l'exploiter que sous la demande d'un juge d'instruction. Et le problème, ça n'est pas de l'exploiter sous le juge d'instruction, mais c'est que par défaut, ils vont devoir espionner tout le monde. Oui. Mais il faut savoir aussi que, il y a, je dirais en termes de risque, le risque existait aussi, parce qu'en fait, il faut savoir que les ISP, donc les Internet Service Providers tels que Skynet par exemple, ont une obligation déjà de conserver toutes les données Internet de l'ensemble des internautes qui sont abonnés chez eux, pour des raisons notamment de police. Oui, mais ils ne conservent que finalement que qui était connecté à quel moment. Hein. Ils ne conservent pas le contenu de tes mails. Non, c'est pas, techniquement, il n'y a pas la place. Donc, ni le contenu de ton trafic, ni les pages sur lesquelles tu allais te balader. En principe, ils sont obligés de le faire. Mais non, ils ne sont pas obligés de le faire. Ils ne peuvent pas conserver et par exemple, si ton compte mail est chez Hotmail ou sur un autre webmail, dans ce cas-là, ils ne peuvent même pas avoir le contenu. Tandis que là, le système en question, même si ton compte mail est chez un webmail, ils pourront l'espionner. C'est énorme quand même comme système, et ça a coûté combien un truc pareil? Je ne sais pas par contre au niveau du prix. Ça va certainement coûter cher, mais ce qui est le plus grotesque, c'est que ça ne va servir à rien. Parce que les bandits, les méchants, eh bien, ils encryptent leurs messages. Il suffit d'encrypter ton message. Un logiciel comme PGP, il suffit d'encrypter ton message et la puissance de calcul nécessaire pour analyser ton trafic n'est pas humainement atteignable. Donc finalement, ils ne vont enregistrer que les gens qui sont inattentifs et qui vont finalement... Ouais, et honnêtes. Et les vrais bandits, on ne les attrape pas avec ces Il faut savoir que la Belgique est une relative exception parce que la Belgique est un des rares pays dans lequel la cryptographie des mails est autorisée. Il y a un certain nombre de pays qui l'interdisent. En Belgique, c'est tout à fait légal. Voilà. N'importe qui utilise, prenons PGP, qui est un produit libre, gratuit et d'une puissance phénoménale, qui est facile à intégrer dans la plupart des clients mail. Et si tu es un terroriste, je ne conseille pas les terroristes, mais n'importe qui, ils doivent le savoir. Donc finalement, ça ne servira qu'à attraper les idiots. Et donc là, ça bouffe aussi Echelon, ton système? Oui, Echelon n'est incapable de lire les mails encryptés. C'est d'ailleurs pour cela que l'encryption est considérée comme une arme de guerre, est interdite en France au-delà d'un certain niveau. Donc ils acceptent l'encryption faible, je dirais, ce que tu peux décrypter difficilement si tu es un particulier, mais l'encryption forte est interdite en France. Donc voilà, finalement tous ces systèmes sont absolument impuissants face à l'encryption. Que toi, tu encryptes tes mails, mais alors ceux que tu reçois aussi, alors, enfin, ça marche dans les deux sens? Oui, il faut évidemment que toi, le terroriste, tu vas encrypter tes mails, et puis ton autre copain terroriste, et vous avez chacun une clé publique, une clé privée. Enfin bref, l'encryption de base qui existe depuis tellement longtemps et qui fonctionne très bien. Donc tous ces systèmes, disons-le, ne risquent que d'attraper les imbéciles. Les vrais bandits, ça sert à rien d'enregistrer tous leurs mails. En tout cas, je crois qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter particulièrement de ce genre de choses. Il y a eu des réactions qui étaient quand même assez viscérales. Je crois que, il y a effectivement certains contrôles. Il y a des contrôles. En tout cas, une des choses intéressantes, c'est que celui-ci, on en parle. Parce qu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels il y a des contrôles dont on a un peu parlé. Ici, au moins, ça a été publié, donc ça a été connu. Le truc qui va faire mal, évidemment, c'est les mails dans une entreprise. Tu te souviens du problème qu'a eu Microsoft où tous ces mails ont été utilisés contre Microsoft dans le procès, où, par exemple, si tu fais de la fraude fiscale, prenons un exemple, et que tu communiques par email avec ton comptable, tu vois, ces gens-là, ils ne vont pas commencer à encrypter, ce n'est pas des grands bandits. Mais pourtant, là, un juge peut dire, on va examiner toute notre correspondance et on va se rendre compte que tout ce que vous avez donné comme instruction, et voilà. Donc, il y a des domaines dans lesquels ça va faire très mal. Donc finalement, si vous êtes honnête, il n'y a pas vraiment grand peur à avoir, mais pour être honnête, il faut ne pas pirater les MP3, il faut être correct avec les impôts, il ne faut pas tromper sa femme, ça ne tient qu'à vous finalement. Par contre, si vous êtes malhonnête et vous voulez fuir, et pour fuir, il faut savoir où vous allez, donc un petit GPS. Voilà, ce qu'il y a de bien dans cette nouvelle version, c'est qu'il va te guider, il va dire continuer cette route. Exactement, Raphaël. Aujourd'hui, je vais te présenter un GPS tout nouveau, tout neuf, qui va t'aider à t'enfuir, mais également éviter les bouchons et les accidents. Ouh, merveilleux. C'est une bonne idée, si tu es un bandit, il vaut mieux éviter d'être coincé dans un bouchon. Mais ça ne va pas éviter ton propre accident, mais ceux des autres. C'est déjà pas mal. Et est-ce que ça repère les radars? Alors, ça repère les radars. En fait, ça ne repère pas les radars, on ne sait pas s'ils sont là, mais par contre, il va te dire, là, parfois il y en a,
Alors il faut, si tu roules trop vite, il va te dire bip bip bip. Attention, par contre, il va te donner aussi les restaurants, les hôtels, voilà, les pompes à essence. quoi qu'avec les radars, moi avec ma Vauxhall, c'est bon, quoi. Je peux écraser le pied, je ne vais pas dépasser la limite. Dis par contre, moi je me demande comment est-ce qu'il fait pour connaître les embouteillages. Parce que ça, c'est des données qui ne sont pas stockées dans le CD-ROM. Donc, Alors comment ça marche? Voici le récepteur GPS qu'on branche sur le PDA. Et grâce à cette petite antenne, on va écouter la radio FM. Et on va analyser les ondes et on va voir dans le RDS le TMC. Et le TMC, c'est en fait une information cryptée que le GPS va détecter et qui va transformer en accident sur telle autoroute. Et donc, on va pouvoir l'éviter. Et ce sera écrit ou alors il y a la voix qui te dit attention? Il y a la voix qui va te dire, si c'est sur ton chemin, il va dire accident. Ah, ça, c'est pas mal. Oui, parce que tu sais, quand tu écoutes la radio, tu vois parfois le nom de la radio s'afficher sur ton écran. Eh bien, ça, c'est un signal numérique qui est rajouté dans la fréquence modulée. Par exemple, Pure FM, on voit. Eh bien, ces données, c'est ce qu'on appelle le RDS. Tu vois, et dans le RDS, ils encodent d'autres données numériques qu'on ne voit pas, c'est pas du texte, et ça c'est le TMC. Voilà. Et ces données-là, tout le problème c'était comment est-ce qu'on traduit ces données-là en des informations utilisables sur une carte où tu as des noms de rues, tu vois. C'est pas simplement latitude, longitude, c'est un petit peu plus compliqué de faire la connexion entre les deux. Et donc ce que ces gens ont fait, c'est développer un logiciel qui écoute ces données et qui te montre les embouteillages sur ta carte. Mais alors la question qu'on se pose, c'est si on a déjà un GPS Bluetooth par exemple, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter cette antenne FM? Non. Alors si on a un téléphone Bluetooth également, le PDA va se connecter grâce au téléphone à l'internet et va aller écouter, va aller consulter un serveur et voir les différents embouteillages qu'il y a en cours, quoi. Par le GPS. Ah oui. Et l'aspect positif aussi, c'est qu'il te donne ta direction et par exemple si c'est un tunnel, si tu dois passer en dessous ou au-dessus, voilà, tu n'as plus la simple ligne. Voilà, ce qu'il y a de bien dans cette nouvelle version, c'est qu'il va te guider, il va dire continuez cette route, gardez votre gauche, prenez le tunnel, passez le pont, prenez le rond-point, deuxième sortie. Parce que j'en connais qui même avec le RDS sur le ring de Charleroi, il va se paumer. Je ne vise personne, monsieur. Pas de commentaire, pas de commentaire. Par contre, moi j'ai une question, parce que là, si je comprends bien, il faut avoir un petit PDA qu'on utilise pour voir la carte, hein. Mais les PDA, ça s'utilise avec un stylet. Donc par exemple, si je dis je veux aller à telle adresse, je dois écrire l'adresse dans ma voiture sur l'écran, je suis mort avant d'avoir tapé l'adresse. Ouais, il ne faut pas faire ça en roulant. Sinon, si tu fais un plus long voyage, tu peux préparer ça sur ton PC et également exporter les cartes qu'il faut, car évidemment dans le PDA il n'y a pas tellement de mémoire, donc il faut une petite carte mémoire supplémentaire. Et si tu fais un long voyage à travers l'Europe, tu peux dire d'exporter uniquement la carte vers ta destination. Ah oui, et si je vais vers l'adresse d'une personne dont l'adresse est encodée dans mon PDA, parce que finalement c'est un agenda, ça sert aussi à encoder des adresses. Tu peux directement la reprendre. Ah, je peux directement cliquer, je dis je vais chez machin, et hop, automatiquement il te met le chemin. Oui, tout à fait. C'est pas mal, hein. Ça coûte combien? Combien ça coûte? Ça coûte 570 €. Et avec ça, il faut évidemment encore le PDA qui coûte entre 300 et 700 €. Ça dépend des gadgets qu'on veut dedans, évidemment. Par rapport à un GPS classique, une option que tu veux mettre dans ta voiture, c'est... C'est quand même moins cher. Une option, ça va de 1500 à mon avis à 3500. Donc, donc ça reste quand même beaucoup plus démocratique. Ça dépend des voitures, hein, parce qu'il y a des marques de voitures où ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Et il y en a où ça commence à être intégré. Même si c'est beaucoup plus cher, on arrive quand même à se paumer. Par contre, vous n'avez plus maintenant de raison de vous perdre grâce à ce petit appareil. Gilles, enfin un jeu pour nous les hommes adultes. Pas trop tôt! Je commençais à choper des crampes et je déteste ça! Il y a évidemment la brune à forte poitrine issue de Pocahontas. En fait, la série des Outlaws existait depuis un petit moment. D'abord, ils s'étaient attaqués au golf. Je vais vous voir rire et c'est normal, j'imagine. Non, en fait, ils s'étaient d'abord attaqués au golf. En fait, le but de cette série-là, c'est de détourner un maximum les joueurs d'un sport pour en faire quelque chose de n'importe quoi, en misant tout sur le côté ringard, médiocre, kitsch, en fait. Kitsch, trash, délirant. Tous les attributs qu'on pourra trouver dans le registre fonctionneront sur ce titre. Parce qu'en fait, ils essayent de mettre en avant plus des personnalités de personnages de jeu. Voilà, de personnages de jeu au sein d'un univers connu, c'est-à-dire le volleyball. Voilà. Donc ici... Là, en l'occurrence, c'est toutes des gonzesses en maillot de bain. Il y a des hommes aussi. Oui, mais c'est ça qui est, on va pas dire amusant, qui parfois arrive à faire sourire, ou en tout cas, ça laisse pas indifférent, parce que c'est vraiment trash. Ça veut dire que tous les joueurs sont typés. Alors, juste pour vous, mesdames, mesdemoiselles et midinettes, voici El Suave. Donc il y a évidemment la brune à forte poitrine.
issu de Pocahontas. Il y a évidemment là aussi le stéréotype de la blonde. On a tous les clichés de gonzesse et de mecs. Il y a des mecs aussi très ringards. Il y a Elle Suave qui est déjà quasi une figure mythique des jeux vidéo parce que c'est une espèce de faux bellâtre comme ça. Est-ce qu'ils reviennent d'un jeu à l'autre? Est-ce qu'on trouve dans cette version de Outlaw les mêmes personnages qui reviennent? Parce qu'il y a un jeu de golf en fait. Voilà, avant il y avait le golf, maintenant c'est le beach volley, mais c'est toujours aussi n'importe quoi. Situé sur le toit d'un immeuble gris et terne, ce terrain de volleyball offre une vue splendide sur, et bien sûr, absolument rien en fait. Les fans viennent ici pour regarder leurs copains jouer et pour sniffer les gaz d'échappement des bus. Il y a quand même, bon, maintenant parlons... Dans le jeu de golf, ils n'étaient pas en maillot de bain. Non, mais il y avait quand même des caddies sadomaso et des choses de très bon goût comme ça. Donc tout le monde était hyper stéréotypé. Et ici, donc, quand même, en parlant du jeu, techniquement, c'est pas terrible. Mais c'est pas le même moteur qu'un bon beach volley, un bon jeu de volley. Ils ont refait un moteur moins bien. Oui, c'est un moteur tout fait qui leur a permis de développer rapidement un truc et virer à fond dans le côté trash. Au niveau de la maniabilité, c'est essentiellement arcade. Bon, alors, c'est quand même le premier jeu où les personnages ont des moules buts. Oui, et sans vente, parce qu'évidemment tous les commentaires qui vont avec sont assez relevés. Voilà, est-ce que le jeu est bon? Est-ce qu'on s'amuse en dehors de rigoler? Bon, en tout cas, c'est un jeu qu'il ne faudra pas acheter. C'est un jeu en tout cas qu'on aimera peut-être essayer comme ça, louer. Une fois. Entre on peut jouer à plusieurs. Il y a moyen de jouer à plusieurs jusqu'à 4, donc ça c'est sympathique. On peut jouer en coopératif, donc 2 contre 2. On peut jouer en coopératif. Ah oui, ça c'est bien. Ouais. Bon, l'intérêt quand même, le seul côté positif de cette réalisation, c'est le mode championnat qui permet de jouer à des jeux de volleyball un peu décalés, comme il y a un mode patate chaude. Donc, ouais, justement, on le voit à l'écran. Le principe de la bombe qu'on se renvoie, un mode casino également, où il y a une espèce de pot des dollars qui monte et celui qui arrive à marquer le point. Enfin bref, c'est un jeu qu'il faut retenir pour son côté médiocre, décalé. Il y a de la baston. Alors je vois qu'il y a aussi de la baston à la Tekken, mais entre deux gonzesses en maillot de bain. Oui, il y a une espèce de mauvais Tekken comme ça, où les jeux ont une espèce des allumettes vertébrées comme ça qui se battent. Oui, il manque un peu de souplesse dans les mouvements. Un peu rigide, mais bon, il y a un moment où on commence quand même à rentrer dans le trip un peu n'importe quoi et accepter le fait que ce soit relativement... Ça change pour une fois qu'un jeu est drôle. C'est clair qu'il ne se prend pas au sérieux. C'est un jeu positif. Qui ne se prend pas au sérieux. Peut-être le cadeau idéal pour un brûlage de culotte. Oui. Par exemple. Oui. Et pour les fans de El Suave. Voilà. Pour les fans de El Suave. Ou de Pocahontas. Plutôt Pocahontas quand même. Il a un peu la même petite barbichette, il y a un petit quelque chose El Suave. Montre-nous ton bout vite, on va voir. Il y a un coussin qui va voler, voilà. Alors est avec nous Lobat qui fait de la musique avec des Game Boy. C'est un simple Game Boy, mais le logiciel c'est différent quoi. C'est un logiciel spécialement pour faire de la musique sur les Game Boy. Alors c'est pas un jeu, mais le Game Boy c'est un vrai Game Boy quoi. C'est un vrai Game Boy et un logiciel qu'on peut acheter dans... Alors, tu peux acheter, mais c'est plus ou moins rare parce que c'est une cassette vide qui est pas facile à trouver quoi. Le programme c'est très facile à poser. Alors pourquoi est-ce que tu t'es mis à faire de la musique avec des... Pourquoi? Bonne question. Curiosité, je crois. J'étais guitariste, mais allez, c'était pas mon musique. Tu avais envie de passer à l'électronique. Et tu fais d'autres musiques en plus, ou tu insères de la guitare avec... Non, c'est pur le Game Boy. Uniquement. J'utilise mon effet guitare pour un peu de sauce. et tu te produis en live avec... Ouais, je fais des concerts. D'ailleurs, il y aura un concert le 26 juin au Cinéma Nova, ici à Bruxelles.
Et tu te produis également dans d'autres pays? Plusieurs des concerts en France, Hollande. Et tu commences à voyager, à aller de plus en plus Beaucoup. Voilà, c'était Wouter Banhart, alias Lobat. Après la publicité, on se retrouve avec des Geek News, une manière de voir la publicité différente, et puis un petit site sur la téléphonie mobile. A tout de suite. On est de retour et mon cher Brice, tu as quelques Geek News. Ils avaient une librairie de 1 700 000 morceaux MP3 qui étaient créés par de jeunes artistes. Et on commence par un premier site que je trouve assez sympa, qui s'appelle Musique Plasma. Alors Musique Plasma, c'est un site tout en flash qui est alimenté par une énorme base de données derrière. Et lorsque tu tapes le nom d'un artiste, eh bien, tu vas pouvoir visualiser comment cet artiste se place dans le contexte d'autres artistes. Donc tu vas le voir connecté avec des boules, des sphères. Donc, par exemple, je tape Pennywise et là-dessus, je vais aller vers Mylène Collin et puis de Mylène Collin, je vais aller jusqu'à Matt Cadiz. Voilà, exactement. Tu vas avoir des petites sphères dont le rayon indique la proximité musicale en quelque sorte et la distance visuellement. Et tu peux naviguer, commencer à cliquer, te balader. Tu vas voir aussi la liste des disques faits par cet artiste ainsi que des tracklists, etc. Et ça va dans plein de courants musicaux Alors il y a plusieurs dizaines de milliers d'artistes répertoriés, donc c'est quand même relativement vaste. Et moi j'ai trouvé ça génial, parce que par exemple j'adore Jamie Rockay, eh bien j'ai tapé son nom et j'ai découvert d'autres artistes que je ne connaissais pas, qui étaient du même mouvement, voilà, dans l'acid jazz. Et je suis allé sur Incognito, et puis de là je suis allé voir sur Amazon ce que c'était, j'ai écouté quelques samples, et ça m'a fait découvrir d'autres musiciens. Et c'est pas évident de le faire dans la vie réelle. Parce que dans la vie réelle, il faut tomber sur quelqu'un qui a les mêmes passions musicales que toi. Donc voilà, ça s'appelle Musique Plasma. Je trouvais ça assez original. Pas mal. Alors un autre truc que j'ai trouvé rigolo, et je suis tombé dessus par accident, parce que Apple a lancé un soft, tu te rappelles, on en avait parlé, qui s'appelle GarageBand. Et j'ai tapé garageband.com, et bien je suis tombé sur un site qui est tout à fait génial. Un site qui est en fait le successeur de mp3.com. C'était un site qui existait à l'époque, mais malheureusement ils sont plantés. Et ils avaient une librairie de 1 700 000 morceaux MP3 qui étaient créés par de jeunes artistes. Et ils les ont revendus en quelque sorte à GarageBand. Alors c'est quoi GarageBand? Eh bien c'est un site sur lequel tu peux aller toi-même publier ta musique. Que tu as toi fait en tant qu'artiste. Par GarageBand, que tu as fait. Non, que tu fais ce que tu veux. Tu le numérises. Et ça n'a rien à voir avec le logiciel d'Apple, à part qu'ils ont le même nom, qu'ils sont mis d'accord pour ne pas se faire de procès. Mais donc, en gros, tu fais de la musique dans ton garage avec tes potes, tu l'enregistres et tu la publies sur le site. Et là où ça devient génial, c'est qu'il y a 350 000 personnes qui viennent régulièrement télécharger des MP3 sur ce site et qui vont donner un rating à ton morceau. Ils vont lui donner une cotation. Et il y a donc des charts. Ton morceau, s'il est bon, on va monter dans les charts. Plus on vote pour lui. Alors, le grand avantage, c'est que s'il monte dans les charts, eh bien, tu as une chance d'abord d'être signé par une major. Ils ont un deal avec Warner Bros. Ils ont déjà 13 groupes qui ont été signés par une major grâce à eux. Deuxièmement,
tes morceaux sont diffusés dans des radios, donc 24 radios, et tu touches des droits d'auteur. Des radios internet? Des vraies radios FM aux États-Unis, et donc tu vas toucher des droits d'auteur parce que ta musique est bonne. Enfin, ils ont dans leur board un gars qui s'appelle Sir George Martin. Bien sûr. Tu dois connaître? George Martin? Oui. Ça ne te dit rien? Non. Eh bien, c'est le gars qui avait signé un petit groupe qui s'appelait les Beatles. Ah. Et il est président du board, et donc il peut te donner des bons conseils. Et enfin, bonjour à Marc Isaïe. Ouais, voilà, ils éditent aussi des compilations, et donc les meilleurs morceaux se retrouvent sur les compiles qui sont vendus, et tu touches une partie des ventes. Voilà. Donc c'est un bon moyen de s'auto-éditer pour un groupe. Et puis il y a évidemment tout un truc, tu peux créer ta communauté, tu peux publier ta bio, mettre des photos en ligne, les gens peuvent voter pour toi, tu vois tes charts, ton rating, c'est une bonne idée, quoi. C'est la démocratie, c'est la musique de qualité par des gens qui écoutent de la musique et pas par le marketing. Oui, c'est ça, c'est pas le... Je me suis dit que ça te plairait. C'est pas les ventes. C'est pas mal, effectivement, voilà. ça me plaît. Alors un autre truc que j'ai trouvé génial, c'est, et ce sera le dernier malheureusement, Music Brains. C'est quoi Music Brains? C'est une énorme base de données comme Internet Movie Database dans lesquelles les gens vont encoder les artistes, les noms des albums et les noms des morceaux. Une fois pour toutes et normalisé. Et à chaque encodage de track, ils vont associer un petit échantillon qui est celui extrait de la musique, de manière à ce que si tu as un MP3 sur ton disque dur, qui n'est pas correctement qualifié, où on n'a pas le style, le nom de l'artiste, tu sais, quand tu as un MP3, tu as des métadatas dedans, où tu vas décrire de quel style musical, et ça te permet de le classer dans ton... Oui, de le ranger, quoi. Voilà, le ranger. Le problème, c'est que tous les gens encodent ça d'une manière différente, et puis parfois, quand tu télécharges sur des systèmes peer-to-peer, tu as 3 fois le nom du même album écrit de manière différente. Ils proposent une sorte de convention ou... Ils proposent une espèce de convention, des données uniques, et ils associent chaque donnée de morceau avec un fingerprint, je ne sais pas comment traduire ça, une empreinte du morceau, qui fait en gros que quand tu numérises tes MP3, eh bien, les noms sont rajoutés automatiquement et d'une manière standardisée. Ça, c'est bien. Et en plus, si tu as déjà des CD et que tu as un player compatible, tu écoutes le CD et automatiquement, il va t'afficher le nom de l'artiste, etc., etc. Enfin bref, ça s'appelle Music Brain. On peut télécharger un logiciel qui s'appelle le Music Brain Tagger et qui permet de repasser, de nettoyer en quelque sorte tous les MP3 que tu as sur ton disque dur pour mettre des bons noms dessus. Très très chouette, ça marche à mort. Ça s'appelle Music Brain. Et j'arrête là, je garde le reste de mes drilles. Allez, non, pour la semaine prochaine. Une petite dernière. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Non, monsieur. Si. Non, monsieur, on n'a pas le temps. Allez, une petite dernière. Je vous dis non. Bon. Non. Mais juste une dernière. Non. Non. Hé, c'est ce type. C'est le salopard qui a refroidi Billy. Brice, tu as un téléphone portable. Oui, toi aussi d'ailleurs. Il paraît. Eh bien, Grégoire qui est avec nous peut en parler des heures parce qu'il a un site qui parle principalement de la téléphonie mobile. Quiconque a une question sur son GSM ou sur un opérateur la pose et reçoit une réponse assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce site? Tout, ça va de l'actualité, des tests, des astuces, des services. Oui, des astuces, d'ailleurs le site s'appelle astel.be. Voilà. Ça veut dire astuces téléphoniques finalement. Parce qu'à la base on était spécialisé uniquement dans les astuces, maintenant on est diversifié, on est devenu portail. C'est une grande question que les gens se posent, c'est lequel des opérateurs mobiles est moins cher, parce qu'avec tous ces tarifs, avec des modules, vous faites les on ne sait plus comparer. Oui. Exactement, on a justement construit à ce sujet-là un simulateur de facture. Vous rentrez votre consommation mensuelle, moyenne, le nombre de minutes que vous téléphonez, tout ça. Et le simulateur vous sort le classement de tous les plans tarifaires existants en Belgique avec le montant de la facture et le détail de la facture par opérateur. Mais alors la conclusion, est-ce qu'il y en a un des trois qui est moins cher que les autres? Ça dépend de chacun. C'est fort, ça dépend de chacun, ta consommation. Si ça dépend du comportement téléphonique de chacun. Voilà, si tu téléphones plus en heure pleine, en heure creuse, vers tel opérateur. Si tu places beaucoup plus de petits appels ou de longs appels, que de longs appels. Et puis les SMS, les MMS, tout ça. Et alors sur votre site, est-ce que vous faites des tests de téléphone, des comparaisons de différents téléphones qui sortent? Exactement. C'est pas encore une rubrique qui est encore très développée, mais on s'y met et exactement. Est-ce que vous recopiez les infos qui viennent de sites existants? Parce qu'il y a beaucoup de sites russes et de l'Est sur les téléphones mobiles, ils sont très forts là-dessus. Et puis tout le reste des sites américains et tout, ils recopient toujours les mêmes sources. Ou est-ce que vous avez vos propres sources? On a nos propres sources. Et vous faites vous-même des tests voilà. Et les distributeurs vous donnent des appareils à tester Et alors autour de site, est-ce qu'il y a une communauté qui s'est créée Tout à fait, tout à fait. On a un forum super actif. Quiconque a une question sur son GSM ou sur un opérateur la pose et reçoit une réponse assez rapidement. Et c'est vous-même qui répondez ou alors vous allez chercher les réponses On répond nous-mêmes, les autres internautes répondent aussi eux-mêmes. Tout le monde... C'est un forum quoi. Voilà. Et alors j'ai vu sur le site aussi qu'on pouvait télécharger des sonneries et des logos. Donc c'est un site finalement, vous gagnez de l'argent grâce à ça?
Voilà, il faut payer les frais qu'on a. On a un serveur et tout. Donc l'hébergement. Voilà. Et puis vous devez évidemment, il y a une grande partie qui est prise par les opérateurs télécoms. Voilà. Ouais. Enfin, ça fait quand même un peu d'argent de poche. Voilà, on essaye de fournir des services payants. Et à l'avenir, qu'est-ce que tu as envie de faire de ce projet? Tu vas le continuer ou c'était Exactement, j'y tiens beaucoup. J'aimerais vraiment bien en faire une petite entreprise. On verra ce que ça donne, quoi. Ah ben, on te souhaite bonne chance. Merci. Donc si vous voulez plus d'informations, eh bien astel.be. Butez-le! Couchez-vous, mon père! Jean-Marc, un petit film. C'est une histoire assez glauque que je vous invite à aller voir, je ne vais pas tout vous raconter. Mais avant tout, je voulais vous dire que Raphaël, tu peux être content parce que je viens parler non seulement d'un film, mais de bagnole. Hein, ça fait longtemps que tu attendais ce moment. Oui, mais qu'est-ce? Mais qu'est-ce donc? Vous avez vu sans doute fleurir au fronton des panneaux publicitaires de nos villes une publicité vantant une voiture. De marque suédoise. De marque suédoise, on va le dire une fois. Volvo. Ouais. On l'a dit. Mais la particularité de cette pub, c'est qu'elle ne dit rien vraiment de particulier quant à cette voiture, si ce n'est qu'elle renvoie sur un site, qui est le site, l'adresse Il y a un mystère autour de ce truc. Mais il y a deux choses, parce qu'il y a quelques semaines, effectivement, il y avait un mystère qui était le mystère d'Alarou, ou d'Alarö, si on dit un peu à la scandinave. Donc cette affiche te renvoyait sans beaucoup d'explications sur un site, c'était volvocar.be, et quand tu arrivais sur ce site, il y avait une espèce de reportage à la Blair Witch, comme ça. Oui, très bien fait. Très bien foutu, où tu te demandais où tu étais. Un village où toutes les personnes avaient la même voiture. Voilà. Non, ils ont tous acheté le même jour. Voilà, le même jour, apparemment, sur une population d'un petit millier d'habitants, 50 personnes avaient acheté la même voiture. On October the 25th, 2003, in the small village of Dollarö in eastern Sweden, a strange event occurred that is yet to be explained. 32 people, unbeknown to each other, converged on the local Volvo dealership to purchase the same model of car on the same day. The acquisitions were all the more spectacular when you consider that the dealership had never sold more than 32 cars in 1 year. Ce qui est complètement bidon, mais c'est Évidemment, tourné comme un vrai. Ce qui est fou, c'est que c'est tourné à la Blair Witch comme un vrai docu-reportage, mais qu'après, une fois que tu veux quitter le site officiel soi-disant, ça t'emmène dans un pop-up qui est soi-disant un site non officiel, qui est le site du réalisateur, qui explique comment il s'est fait berner par Volvo et comment finalement c'est un faux documentaire. It's a mystery. No, we just heard it. I think it was about 30 families, something that bought the same kind of car. And that's very strange. Before 9 o'clock that evening, I have sold 32 cars. 32 cars in one day. I mean, it's crazy. Ils ont surfé sur cette vague de faux, vrai, faux, en utilisant le médium Internet, ce qui est quand même assez neuf, je trouve, pour un constructeur de voitures. Pour un constructeur de voitures, c'est neuf, mais ça a déjà été fait. On a déjà parlé de jeux vidéo, de films de Spielberg et AI, et il y a encore un nouveau truc qui va sortir bientôt. Ouais. On fait des faux sites Internet pour faire semblant que l'histoire qui est décrite dans un film est une réalité. Voilà, mais moi ce que je trouve assez surprenant, donc maintenant le mystère d'Alarö est passé, et nous en sommes à The Road to Confidence. I was searching for a place called Confidence. I didn't know how to find it. I didn't know where to look. All I knew was that I'd been stuck for far too long and I really wanted to move on. All I knew was that I'd been stuck for far too long and I... Ça c'est la nouvelle campagne de ce constructeur scandinave, je l'ai dit une fois, je ne le dirai plus, qui nous envoie toujours sur le site volvocar, je l'ai dit, .be. Et à ce moment-là, on a carrément un court-métrage réalisé par une star totale qui est Stephen Frears, donc tout le monde se souvient de cette espèce de génie des années 80 du cinéma indépendant anglais, qui avait fait des films comme Prick Up Your Ears, My Beautiful Laundrette. Dans les années 80, Liaison dangereuse, etc. Enfin, c'est vraiment un réalisateur de grand renom. Confirmé. Qui met en scène un court-métrage qui s'appelle La route vers Confidence, en mettant en scène un acteur quand même super connu qui est Robert Downey Jr., qui est face à son double, voire son triple. Donc c'est une histoire assez glauque, que je vous invite à aller voir, je ne vais pas tout vous raconter, d'un gars qui a un Polaroid et il cherche la ville de Confidence, et il tombe à chaque fois sur lui à un autre moment de l'action. Donc le film, c'est pour ça que je viens vous en parler. Le film est bon, trouve ou pas? Le film est bon, il y a une ambiance particulièrement glauque, mais c'est assez bien foutu, c'est très bien joué, c'est vraiment un vrai film de fiction, un court-métrage. Et
il y a juste un truc qui est particulier à ce film, c'est qu'il y a une voiture qui est utilisée comme un accessoire. Bon, soyons honnêtes, BMW avait fait la même chose avec BMW Film, ce site sur lequel on peut aller voir des courts-métrages faits par de grands réalisateurs avec de grands acteurs à des beaux jeux moyens et qui finalement n'a rien de particulier, sauf que dans le film on utilise une BMW. On en a quand même vachement moins parlé, parce qu'ici il y a des pubs radio aussi qui passent pour aller voir envoyer. Ce qui est évidemment assez surprenant dans ce cas-ci, c'est que j'imagine, j'aurais bien voulu être une petite souris quand ils ont fait leur grand meeting pour faire le plan marketing. Donc d'avoir ce type qui dit, ben voilà, moi je veux Stephen Frears, je veux Robert Downey Jr. Et qu'est-ce que je vais faire? Un film sur Internet dont éventuellement on tirera après 30 secondes, puisque c'est des extraits qu'on voit, pour les pubs radio, et on fera un affichage qui renverra directement sur Internet. Mais ils utilisent un mécanisme viral qui permet avec le même investissement de toucher beaucoup plus de gens. Évidemment. Parce que déjà nous on en parle dans Cybercafé, mais les internautes s'en parlent entre eux. Absolument. Un film à voir donc, hein, Stephen Frears, Robert Downey Jr., c'est quand même pas mal. How'd you get back here? Funny, I was just asking myself the same question. Alors il y a des jeux dont la fascination vient de la réalisation technique ou de la jouabilité. Ici, un jeu dont le scénario est passionnant. Mafia, Gilles? Moi j'y joue vraiment un maximum, ça fait vraiment des parties des jeux que j'attendais. Hé Tommy, tu connais ma fille, pas vrai? Ouais Luigi, chouette fille. Tu vois, je m'inquiète pour Sarah. Et je me suis dit que tu pourrais la raccompagner. C'est pas loin. T'es un gars bien et tout le monde te respecte dans le coin. Ce qui est génial avec ce jeu-là, c'est que, bon, évidemment c'est le point fort du scénario, on va en parler beaucoup, mais en fait étonnamment, dans le monde des jeux, il y a très peu de développeurs qui sont attaqués à l'univers extrêmement riche qu'on a connu au cinéma, dans des grands films de Scorsese, bref, dans Le Parrain, dans Les Affranchis, dans Les Sopranos. Moi, je suis fan des Sopranos, Yves peut en témoigner. Donc là, c'est du pain béni pour le joueur qui aime en tout cas l'univers de Chicago des années 30, la prohibition, les camemberts, enfin les mitrailleuses. Et là, en fait, ce qui est vraiment bien dans ce Mafia, c'est vraiment le scénario qui commence en fait sur l'histoire de Tommy, un taximène qui se retrouve un peu malgré lui embarqué dans la mafia. En fait, il était simplement là au mauvais moment. Il terminait son service, deux mecs déboulent comme ça d'un mauvais casse, arrivent ensanglantés en lui disant bon, il faut que tu nous aides à déguerpir. Et bouf, puisqu'il a rendu service à la famille de Don Salieri, qui est la figure du jeu, il se retrouve embarqué dans le truc. Embarqué dans et ça, c'est vraiment bien, parce qu'en fait, c'est dégager en vitesse sans faire de problème. Si quelqu'un ici a un problème, c'est bien toi, mec. Appelez la police! Le jeu est très très lent parce qu'il y a beaucoup de cinématiques, mais elles sont tellement excellentes qu'on a l'impression de voir un film. Et ce qui permet en plus de donner un sens à la jouabilité et aux différentes phases de jeu du titre. C'est quoi les différentes phases de jeu? Eh bien en fait, donc au début, on joue son rôle de taximène, on doit évacuer des gens. Chicago est modélisé, on se balade avec une carte. Il faut comme GTA, plus souvent, comme GTA, comme Driver, aller d'un point A à un point B. Ou bien, seconde mission, progressivement, on commence à monter dans la hiérarchie de la famille Salieri. On doit aller chercher des payes, enfin des droits de protection. On doit aller aussi évacuer des gens. Enfin bref, ce qui est vraiment bien, c'est que l'univers marche. C'est que également le vocabulaire aussi est vraiment bien foutu, enfin bien foutu dans le sens où ça reprend vraiment tous les grands clichés du cinéma. Hein. Je veux dire, il y a des moments où on doit débarquer chez quelqu'un, le cinématique nous explique ça avant chaque phase de jeu, ce qui nous plonge vraiment dans un contexte en disant qu'il faut aller prévenir un gars parce qu'il faut qu'il gicle rapidement parce que les flics vont débouler. Allons-y, attends-nous ici, Tommy, ça sera pas long. Ok. Les salopards. Tommy, j'en ai pris une. Merde, j'ai mal. Merde, Polly. La routine, tu parles. Enfin bref, moi j'aime bien parce que ça marche. Bon, le jeu est quand même bourré de défauts au niveau de la réalisation. C'est en dessous
Il n'est pas vraiment bourré de défauts. C'est-à-dire qu'il était sorti sur PC il y a quelques temps d'ici. Il était un peu mieux sur PC, les textures étaient un peu plus belles, il était peut-être un petit peu plus jouable, un peu plus adapté à la plateforme PC. Mais il reste quand même... Oui, il sera vraiment, il t'a beaucoup plu, quoi. Ah, moi j'adore. Il sera bourré de défauts pour celui qui attend un graphisme clinquant, qui va passer son temps à examiner les murs avec son nez. Oui, mais c'est pas un jeu dont l'aspect principal est le graphisme. C'est vraiment un jeu dont l'histoire. Le graphisme participe à l'ambiance toujours. Oui. Et puis les graphismes sont loin d'être mauvais non plus. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici on a vraiment un jeu avec différentes phases qui se suivent et qui sont données par un scénario remarquable. Moi, j'y joue vraiment un maximum. Ça fait vraiment des parties des jeux que j'attendais. Et l'ambiance marche vraiment à merveille. Bien Gilles, ça fait du plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui savent écrire des histoires et que le jeu vidéo c'est pas que de la technologie et un rythme interminable de jeu. Et toi Yves, tu avais aimé ce jeu ? Écoute, à l'époque j'avais beaucoup aimé, ce qu'il y a c'est qu'il était sorti à un mauvais moment puisqu'il était sorti plus ou moins à l'époque des GTA, des Grand Theft Auto. Et que, en quelque sorte, ici, il a une seconde chance sur PC, sur console, à un moment justement où il y a un petit creux dans ce genre de jeu. Sur quelle console, Nintendo ? Xbox et PS2. Xbox et PS2. Ouais. Voilà, de temps en temps, il y a des bons jeux, et en voilà un, Mafia. Je vois que t'as un nouveau punching bag. Et je dois dire que t'en as dans le pantalon. Il est l'heure d'un petit site décalé. Olivier ? Il te présente toute une nouvelle technique de drague. Aujourd'hui, j'aimerais faire un tour du côté de l'Union soviétique. Allons-y. Eh bien, un tour, vous savez, dans cet énorme pays, il y a un petit coin où l'air est un peu plus piquante. Tchernobyl. Tchernobyl, exactement. On en fait même des jeux vidéo. Oui. Voilà, eh bien, quelqu'un a eu la super idée, puisque bon, c'est vrai que c'est assez néfaste pour tout le monde, sauf une personne qui s'est dit, moi, j'adore rouler à moto, j'adore être pris par l'ivresse de la vitesse, mais par contre, Easy Rider. Voilà, le problème. En Ukraine. Road movie à Tchernobyl. Le gros problème, la vitesse. Évidemment, c'est interdit de rouler trop vite, hein, et les flics, etc. Donc là, c'est formidable. Il n'y a personne, pas un chat. Donc... Et surtout, si tu veux mettre un radar, il irradie direct, il déconne. Excellent. Et bien voilà, donc elle a en fait petit à petit. Si tu veux, elle est partie dans tous les boulevards et finalement elle s'est approchée de Tchernobyl et au fur et à mesure de ses visites dans ce coin-là, eh bien, elle a pris plein de photos et elle a trouvé l'idée géniale de finalement partager cette expérience puisque moi personnellement j'aimerais pas trop me balader là-bas ou me prendre un bain. En fait elle a remplacé son tachymètre par un compteur GGR, tu vois. Voilà, un compteur et en fait GGR. En fonction de la vitesse tu... Oui, c'est assez fort parce qu'elle te dit voilà dans tel endroit finalement c'est tout à fait safe ou l'autre est complètement irradié et elle explique par exemple elle a retrouvé la caserne des premiers pompiers qui sont arrivés sur place lors de l'incident et c'est en fait l'endroit le pire endroit le plus irradié finalement puisque les camions etc tout ce matériel voilà et ces gens n'étaient absolument pas au courant. C'est assez marrant parce que c'est un peu une exploratrice post-apocalyptique en fait. Exactement. Comme dans les films de science-fiction. T'as un peu l'impression d'être dans un Mad Max en fait. C'est vrai que c'est un peu ça. Tout est complètement délabré. C'est un peu Mad Max de notre temps. Je trouve l'intérêt de ce site a deux aspects. Le premier, c'est plutôt pour tous les bikers, ceux qui aiment bien la vitesse, et l'autre parce qu'il y a de la vidéo en fait sur ce site, donc c'est assez intéressant. On passe à un autre petit site. Je dis ça parce qu'on a pas. Toujours sur le nom soviétique. Je vois sur un nom montre. Toujours dans l'univers russe. Donc tu connais le Newseum, c'est donc une galerie. En fait, c'est un site internet qui présente des expositions en ligne. Exactement. Et là, tu vas nous parler de l'une de ces expos ? The Commissar Vanishes, qui est une expo en fait sur les anciennes photographies utilisées par le KGB, si tu veux, et remanipulées en fait. Donc, si tu veux, il y a des photos. Les photos trafiquées où ils effaçaient les gens. On voit Lénine en compagnie d'une personne, mais bon, c'est pas tellement bon de montrer cette personne. L'ancêtre de Photoshop, quoi. Oui, c'est un peu ça, c'est les manipulations. Raphaël, tu ne crois pas si bien dire, parce qu'à l'époque, c'était fait à la main. Photoshop n'existait pas, donc c'était des mecs qui peignaient ou ils retouchaient avec des techniques photographiques. C'était un truc de dingue. Oui, c'est incroyable de voir exactement, de voir ces répliques. Et en fait, le truc, c'est qu'il fallait absolument retirer la tête de quelqu'un qui se trouvait à côté de Lénine, vu qu'il a été gentiment envoyé dans un goulag ou l'autre. Donc ça faisait tâche. Ça faisait mal. Voilà. Et donc voilà, bon, pas très réjouissant, mais c'est une exposition virtuelle très intéressante à aller voir. Et puis tu as un petit site sur un copain de Brice. Herb Zipper, t'étais dur avec moi. Hein. Je te signale que c'est pas moi qui habite encore chez ma mère. Moi non plus. Ah oui, si, c'est vrai. Non, par contre, tu vas pouvoir en parler dans le cadre de ton émission Single, parce que Herb Zipper... C'est dommage que ce soit que de la radio, parce que c'est les films qu'il faut voir. Voilà, lui, il te présente toute une nouvelle technique de drague, où c'est terminé, plus de soucis avec les nanas, de voir les invités, etc. Là, c'est la drague sur Internet, la méthodologie pour vraiment bien arriver à conquérir... comment ça marche la drague, quoi. Voilà, sur le web. Sur le web, bien sûr. Voilà. Hein, Eh bien, Herb Zipper, à ne pas rater.
Herr Zipper. Hi, I'm Herb Zipper. Are you lonely, frustrated, a 40-year-old virgin living with your mother? Well, I was too until I became a cyber lover. Now, I've slept with over 22,000 women. Or certified registered usernames, whichever you prefer. Cyber sex is safe, fun, and so easy, even a child can do it. Looks like I've already spotted a couple of foxes. Now what I'm going to do is send an instant message to one of these lovely ladies. It's the internet equivalent of your opening line, so it's gotta be good. Hello, would you like to have sex with me? Brice, 50 minutes. Ça passe vite, ça hein. passe très vite. Et j'ai même pas pu placer toutes mes Geek News, j'ai dû m'arrêter au milieu. Et je suis sûr que t'as pas pu placer tout ce que tu voulais dire, tu peux jamais oui, non, mais placer tout ce que tu Cybercafé veux dire. doit revenir à 4h. C'était quand même vachement mieux. Je suis pas sûr que le réalisateur soit d'accord, mais voilà, on va tenter le coup. Hein. On verra s'ils sont pas morts avant les 4 exactement, on les aura à l'usure. On était au plan B. Au plan B où il y a de super soirées. Il y a de super soirées, dont une qui se passera le 1er mai, In Vino Veritas. La vérité est dans le pinard. Traduction littérale. Et ça n'est pas un truc de discussion de vin, puisque, il faut le rappeler, il y aura Astrobotnia Live, bien sûr, Nicking et Rawakari qu'on avait oublié tout à l'heure, et enfin Arovan Live, tout ça au plan B, donc rue de la Caserne, près de la gare du Midi. Les deux premiers que tu as cités ont quand même bossé et bossent toujours sur le label Reflex, qui est quand même le label d'Afex. Ouais, ce n'est pas de la daube. Hein. Ce n'est pas de la daube, mon cher ami. Et on remercie boops.com au passage, voilà. Boops.com. Et comme nous sommes à la fin de l'émission, il y a des cadeaux. Et cette semaine, il n'y a pas plein de cadeaux, mais il y a un super cadeau. Un gros cadeau, enfin de cette taille-là. Ouais, de cette taille-là, tout à fait. On va vous offrir le dernier Engage de Nokia QD. Et on a décidé de compliquer un tout petit peu, parce que les mots de passe, c'est quand même simple. On s'est dit que vous étiez peut-être fidèle à Cybercafé, et que donc, vous connaissiez la marque de la voiture de Raphaël. Je tiens à vous dire, c'est deux marques sont possibles. Deux marques sont possibles. Non, une seule. Une seule. Le long nom, le long nom de la marque de la voiture de Raphaël qu'on a déjà cité dans Raphaël, dans Cybercafé. Si vous êtes un pote de Raphaël, vous n'avez pas le droit de jouer, bien sûr. Tu ne peux pas jouer. David, tu ne peux pas jouer. Voilà, on se quitte ici. Et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bye bye. Coffee reminds me of a sidewalk cafe in Paris. Or that certain someone I met on the internet. Jean-Luc! Putain! C'est pour cette raison